J'ai la lumière sur faire une fois. Alors, je suis désolé, en fait, j'avais fait une présentation et puis je me suis aperçu que c'était un petit peu trop proche de ce qui avait été déjà présenté ce matin par les différents intervenants et de celle que va faire après Valérie, qui est super qualitative, parce que je l'ai eu. Et du coup, en fait, j'ai des choses sur lesquelles je vais parler dedans. Voilà, donc je vais un petit peu on va rester quand même dans le sujet, qui est de comment rendre l'intelligence artificielle plus intelligente pour ChatGPT. Et donc, Léana a fait ma présentation. Donc, je suis Laurent Jean. J'ai monté une société qui s'appelle Mediacrea en 2008. Et donc, à la base, je faisais du site internet. Et puis après, petit à petit, j'ai découvert le SEO. Donc, l'expert, en fait, je le mets un petit peu partout parce que c'est ce que les gens recherchent. Mais après, on est expert que par rapport au regard des autres. Donc, il y a 2 ans, en fait, je me suis posé la question de savoir comment fonctionnait l'AI générative, parce que j'avais besoin de créer des contenus. Et lorsque je m'étais lancé en 2008, en fait, je m'étais déjà posé la question de comment fonctionnaient les intelligences artificielles de type chatbot. Parce qu'en réalité, lorsque je me suis lancé, je me posais la question de comment, en fait, j'allais répondre à tous les gens qui allaient me poser plein de questions, souvent les mêmes. Et donc, il y a eu une intelligence artificielle, un langage d'intelligence artificielle qui s'appelle l'AIML. Et c'est ce qui a été utilisé par Apple pour pouvoir faire fonctionner son Siri. Et là, donc, il y a 2 ans, lorsque je me suis replongé en fait, dans comment je pourrais générer ces contenus, est apparu en fait OpenAI et son intelligence artificielle générative. Alors, je vais passer par le côté pub de savoir ce que je fais vraiment aujourd'hui, parce que je me pose la question en fait tous les jours de comment en fait je vais changer. Et donc à la base, je m'étais sous-certifié sur Jasper parce que c'était l'outil qui permettait de créer du contenu le plus facilement pour faire du contenu. Mais après, on va le voir. Mais aujourd'hui, surtout, ce que je fais, c'est de la formation donc, à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Emmanuel, ce matin, qui est passé, je lui ai fait un coucou. Elle est passée par moi pour que je la forme. Et j'accompagne donc les entreprises qui ont besoin de pouvoir l'intégrer soit dans leurs solutions, soit de créer des prompts. Voilà, donc sur Copywriting AI. Pour l'instant, le site il est pas encore prêt. Et voilà. Alors aujourd'hui, en fait, donc on a parlé pas mal de SEO, on a parlé de la génération de contenu, et moi je voulais repartir sur en réalité euh, comment en fait demain, avec cette arrivée des intelligences artificielles, les moteurs de recherche en fait vont délivrer les informations aux utilisateurs avec l'intelligence artificielle. Alors, on a vu que ça commence à être un petit peu la guerre entre tous les modèles de langage, ce qu'on appelle les LLM. Vincent va en parler plus profondément en fait dans sa conférence. Et donc, il y a une petite guerre qui se fait entre Google, entre OpenAI et Meta. Mais en utilisation, qui a popularisé donc, l'utilisation des AI génératives, ça a été lorsque ChatGPT est arrivé sur le marché. Donc, il n'y a pas très longtemps, en réalité, il y a moins de 7 mois, je crois. Et ça change un petit peu ça a changé en fait la manière dont les moteurs de recherche vont fonctionner. J'avais fait une conférence donc l'année dernière au Summer Camp à Aix-en-Provence où j'avais parlé de Google même et qui est en fait l'intelligence artificielle de Google. Et aujourd'hui, donc, il y a une petite course qui se fait entre tous les moteurs de recherche. Alors, qu'est-ce que ça va impacter? Donc, il y a plusieurs choses, et c'est arrivé en production maintenant. Euh, le premier qui a mis en prod, en fait, donc, dans un moteur de recherche, le conversationnel, c'est Bing, donc avec Bing Chat. Je vais y revenir après.
Edge Copilot, ben, c'est pareil, on est toujours chez Microsoft. Il y a Google qui a lancé Google Bard et qui a aussi lancé Google Search Experience. Et ça, en réalité, ça va changer pas mal de choses sur la manière dont les utilisateurs cherchent. Alors, si on prend Bing Chat, alors on peut faire plusieurs choses avec Bing Chat. Moi, je ne vois plus que comme, enfin, en tout cas pour la génération de contenu, le fameux GPT-4, GPT-3, GPT-4, c'est pas que pour faire de la génération de contenu. Pour les moteurs de recherche, ça leur permet de faire, de lier en fait des informations que l'on va rechercher et d'écrire directement en fait le contenu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Bing Chat, lui, il utilise directement GPT-4. Donc, lorsqu'on lui pose une question par rapport à Google aujourd'hui, il va nous sortir donc des sources. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est connecté au web. Et je vais expliquer après que ChatGPT, lui, c'est pas son cas. Euh, il y a Edge Copilot. Alors, si je voulais vous montrer un petit peu la tête hop, de ce que ça donne dans Edge. C'est directement, en fait, on peut, donc, hop, sur la droite, en fait, poser des questions directement à partir d'une page qu'on est en train de visiter. Là, par exemple, si je lui demande, donc je lui dis d'être hyper précis, et je lui dis, écris-moi un résumé du contenu de cette page. Là, je marque juste ça. Comme ça, en fait, vous voyez bien que je ne lui précise pas une URL. C'est directement en fait, sur la page sur laquelle je suis. Et là, ce qu'il va faire, c'est que Edge, donc du coup, il va se baser par rapport à... Oups, non. Alors ça, c'est le, le problème de la démo. Tout à l'heure, ça avait bien marché. Je lui précise hein, comme ça. Et donc, en fait, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'aller chercher les informations sur la page pour pouvoir me le sortir. Donc, ceux qui veulent juste utiliser GPT-4, GPT-4 pour faire de la génération de contenu, ils peuvent directement en fait, utiliser Edge. Donc, vous allez l'installer et puis, en fait, vous allez faire vos recherches par Edge. Et il va vous permettre donc de rechercher des informations. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on écrit du contenu, pour pouvoir écrire du contenu, ce qu'on reprochait, j'y reviendrai après dans une slide, à GPT-4 ou GPT-3, etc., ce sont en fait des modèles qui sont été pré-entraînés. En gros, en fait, vous allez imaginer que derrière vous, vous avez une bibliothèque et dedans, en fait, vous lui dites juste un mot-clé. Par exemple, là, si je lui dis casque virtuel, ben, il va aller dans ma bibliothèque, il va chercher le dictionnaire, il va chercher casque virtuel, il va me sortir la définition et en réalité, je vais avoir un contenu qui va être très basique. Lorsque je commence en fait à lui donner des références avec des éléments qui lui permettent de contextualiser ce que je lui demande, ça va permettre qu'il soit plus précis. Si en fait je lui précise pas de rajouter donc des mots, par exemple si je lui dis juste le mot chat, est-ce qu'il va me parler de l'animal? Est-ce qu'il va me parler des chats? Voilà, il n'a pas de contexte si je lui dis juste un mot. Par contre, lorsque je commence à lui dire, tiens, en fait, on va parler des casques virtuels et qu'on va parler en fait du nouveau casque qui a été sorti par Apple, là, on va avoir des informations qui vont être complémentaires. Et là, Bing, enfin, Edge, donc en utilisant Bing, il est connecté au web et il va aller chercher en fait les informations. Il va me sortir des sources qui me permettront aussi de cliquer dessus et d'aller un petit peu plus loin sur les informations.
Il y a un truc qui va changer pour les utilisateurs, c'est ces blocs-là qui vont venir se rajouter. Là, on est sur Edge et on voit que le chat, il est sur le côté. Et ces questions-là, en fait, ça va être des questions qui vont nous permettre d'aller à l'étape d'après. Alors, imaginons que j'ai un site internet qui parle de ça et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir le contenu. Euh, En ayant des réponses qui sont directes comme ça, ben, en fait, les résultats naturels vont de plus en plus disparaître ou ils vont être beaucoup moins visibles, sauf à payer de la pub. Là, pour l'instant, ils n'ont pas encore commencé à le mettre en place chez Bing, mais ça va arriver. On peut donc récupérer le contenu et, euh, et utiliser en fait l'outil de rédaction. Pareil, donc directement, sans utiliser ChatGPT, etc. Là, là, on part d'une version gratuite que tout le monde peut utiliser et qui est déjà accessible en fait sur Edge. Là, je vais dire écrit un article sur l'Apple Vision Pro. Alors, on s'en fout en fait qu'il y ait des fautes d'orthographe, etc. Lorsqu'on on fait des prompts. Les, les, in- enfin, les intelligences artificielles, oui. Retenez que l'intelligence, c'est vous, artificielle, c'est lui. Ils ont été entraînés pour pouvoir corriger tout ce qui était les erreurs de grammaire, d'orthographe, les formulations. En gros, c'est là en fait où ça aide ça va vous aider en tant que rédacteur. C'est que vous n'avez pas besoin de chercher des formulations compliquées. Vous allez juste trouver l'essentiel des choses que vous voulez écrire. Et puis lui, en fait, il va se débrouiller, il va le faire mieux que vous pour trouver la bonne tournure. Voilà, donc là, il me parle de l'Apple Vision. Et là, il me dit quand même encore des choses qui sont fausses. Alors que je lui ai donné l'URL. Donc, je vais retourner sur ma presse. Maintenant, passe à Google Bard, ça va être un petit peu le même délire. C'est-à-dire que Google Bard, maintenant, au lieu de directement en fait, de donner des contenus, parfois, il va mettre en avant en fait, faire du rephrasage et nous mettre en avant en fait, des informations. Là, par exemple, ça commencera donc par le bouton converse pour pouvoir lui dire est-ce que j'engage la conversation. Mais on voit que par rapport à l'affichage que l'on a aujourd'hui sur le desktop, lorsqu'on est sur le mobile, tous les contenus qui sont des contenus, on va dire, les résultats naturels, vont complètement descendre en dessous de la ligne de flottaison. Ça veut dire que tous les contenus que vous avez faits, qui sont juste faits pour Google, ben, ils ne vont pas être vus. Ils vont directement être beaucoup plus bas. Donc, c'est une nouvelle expérience de chat pour l'utilisateur. Google va donner directement aux utilisateurs l'information et il va même donner en fait les prochaines étapes. Euh, C'est-à-dire, quelle est la question qui vient après. Si je cherche une information sur un voyage, par exemple, ben, il va commencer à me dire qu'est-ce qui se passe sur la destination. Puis après, en fait, l'étape d'après, il va poser la question à quel endroit vous voulez être hébergé, etc. Et en fait, tout ce qui va être informationnel, ça va être un petit peu plus compliqué d'aller se positionner. La Google Search Experience. Alors ça, c'est un truc qui, pour l'instant, en fait, c'est toujours aux US. Après, je vais revenir de pourquoi, en fait, c'est pas déployé en Europe. C'est un problème légal, on va dire. Mais la Google Search Experience, en fait, si vous avez un VPN, vous pouvez l'activer
avec cette URL. Ça vous permettra donc sur un smartphone, lorsque vous allez sur la première page, c'est ce qu'on a comme information sur Discover, etc. Lorsque vous posez une question, ben, en fait, il va directement déployer cette expérience. Et la nouvelle option par rapport à ça, c'est qu'il va nous présenter des contenus qui sont pas forcément que du texte. Là, on voit et directement en fait, des blocs qui sont en rapport avec le sujet. Là, par exemple, on voit qu'il y a des vidéos et qu'il peut y avoir des contenus de réseaux sociaux. Et du coup, pareil, les résultats naturels, ils sont moins en moins visibles si, en fait, ils n'ont pas un petit peu de notoriété. Donc, on en a parlé déjà ce matin par rapport à EAT. Donc là, je disais que vous trouviez que c'était difficile dans les résultats naturels pour aller se positionner, ben, le pire est à venir. Si je me replace donc au niveau de l'utilisateur, moi j'aime bien faire ça, de me dire, tiens, en fait, on fait du contenu en tant que SEO, en tant que marketeur, etc. Mais en réalité, l'utilisateur, lui, par où il commence? Euh, Jusqu'à présent, nous, en tant que SEO, on va commencer par aller chercher dans Google, mais les personnes normales qui sont dans des bureaux, eux, c'est quoi en fait leur journée type? Et en fait, ils vont commencer leur journée, ils ont des tâches à accomplir. Donc, à partir de ces tâches, ils vont rechercher des informations pour pouvoir justement trouver des informations pour pouvoir écrire sur le sujet ou pour pouvoir répondre à une personne sur une problématique qu'ils ont sur un produit, par exemple. Ils vont analyser les informations et à partir des informations, ils vont écrire des choses. Faire un rapport, par exemple, un rapport d'audit, donc à partir de tout ce que vous avez récupéré à droite à gauche. Euh, mais si en fait vous êtes juste un utilisateur, bah, vous allez par exemple faire une lettre pour écrire à un client et, et en fait, on va s'apercevoir que, en réalité, les utilisateurs, eux, ils commencent à partir des outils d'où ils se trouvent. C'est-à-dire, par exemple, si je suis dans Excel, ben, je vais commencer en fait à faire mon travail dans Excel, faire un tableau, puis après, je me demande comment je peux faire un, un tableau dynamique, etc. Et c'est là, en fait, où ça va un petit peu changer. Parce que le début de l'expérience sera sûrement directement à partir des applications et plus forcément à partir des moteurs de recherche. Alors, ce qui a été annoncé par Microsoft, c'est l'intégration directe dans Office 365 de l'intelligence artificielle. Alors, la plupart des gens, donc, comme je disais, ils ont un travail administratif et la réponse, elle va être directement à portée de clic. C'est-à-dire que avant, imaginons que je suis un éditeur et que j'ai un site qui va expliquer toutes les fonctionnalités d'Excel. C'est très bien. Jusqu'à présent, ça manquait très fort. Et par contre, si l'utilisateur, lui, dans son processus, enfin, dans son processus de travail, il se dit, tiens, en fait, je suis dans Excel et j'ai besoin de me faire un tableau qui va me sélectionner cette information et qui va me croiser avec une autre. euh, et que directement, donc, avec Copilot, qui va être directement intégré dans la suite, il va répondre à la question, mais il va aller beaucoup plus loin que ça, c'est qu'il va directement faire le job. Donc, quel intérêt l'utilisateur aura d'aller sur son Google pour aller chercher cette information et d'aller sur votre site. Voilà, donc ça, c'était la partie je suis un utilisateur. Et, et lorsqu'on se positionne de l'autre côté, du côté éditeur, j'ai besoin de créer du contenu. Ben, en fait, comment je peux créer facilement du contenu avec l'intelligence artificielle? Donc, on a parlé de chat GPT beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que chat GPT? Alors, on va aller un petit peu plus loin. C'est que chat GPT, en réalité, c'est une application qui vient en surcouche des fameux modèles de langage.
qu'on appelle LLM, et qui va être repris tout à l'heure par Vincent. Et c'est juste une surcouche, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une application qui vient au-dessus de GPT-3.5 ou GPT-4. Euh, la problématique que l'on a avec cet outil-là, c'est que par rapport à ce qu'on vient de voir avec Bing, c'est qu'il n'est pas connecté au web. Alors, il y a deux versions de chat GPT. Une version qui est gratuite, donc qui vous permet de pouvoir discuter avec le chat, et une version plus, ChatGPT plus, qui, elle, justement, va pouvoir vous débloquer le mode GPT-4. Et il va vous permettre aussi d'activer en fait des options. Alors, je reviens en fait sur les limitations de ChatGPT, donc pas connecté au web. Euh, il va inventer des choses qui ne sont pas vraies. Alors ça, il faut bien expliquer ce truc-là. Admettons, je vous donne on est en train de discuter ensemble et je vous donne une information et je vous dis, tiens, voilà, bah, on a trouvé comment guérir le cancer avec de l'eau et du sucre. Je vous donne cette information. Et quelqu'un d'autre vient et vous pose la question. Et, comment on guérit le cancer? Et vous lui dites ce que je viens de vous dire. ChatGPT, c'est la même chose. C'est-à-dire que lui, il va prendre en contexte que ce que vous lui avez dit et il va essayer de tricoter autour. Donc, moins s'il a d'informations et plus il est obligé d'aller chercher des choses et il va essayer de les associer parce que c'est du prédictif et enfin, tous les mots sont calculés par rapport au mot précédent et le mot suivant est le mot suivant. Enfin, c'est pas forcément le mot, ça peut être une syllabe. C'est ce qu'ils appellent les tokens. Et du coup, il y a des informations dans tout ce qu'ils ont récupéré qui ne sont soit pas factuelles, parce que dans tout ce qu'ils ont récupéré, il y a pas mal de choses qui sont à prendre et à jeter. Par exemple, s'ils ont fait leur apprentissage sur des bouquins qui soient marketing, etc., en fait, des bouquins de manière générale, ils ont pu aussi récupérer des bouquins qui sont complotistes, etc. Et donc, ça se retrouve dans la base de connaissances. C'est pour ça que pour moi, en fait, c'est là où ont été très forts OpenAI, c'est qu'ils ont ouvert au grand public pour pouvoir en fait éliminer en fait pas mal de choses qui étaient dans leur base de connaissances. Mais ça a eu un effet pervers, c'est que du coup, ils ont été obligés de régler euh, ce qu'on appelle la température. C'est ça qui permet de dire si c'est proche de zéro, en fait, ça va être moins créatif. Il va essayer de vous mettre à chaque fois le même contenu. Et lorsque c'est un, c'est beaucoup plus créatif. Et cette température-là, dans ChatGPT, ils l'ont beaucoup baissé pour qu'ils disent moins de bêtises. Et donc, l'effet pervers, c'est que les contenus qui avant, en fait, étaient à chaque fois uniques, maintenant, ils le sont de moins en moins. C'est-à-dire que vous allez lui poser une question. J'avais fait le test avec ma fille qui devait faire un exposé sur Gandhi. Et j'ai ouvert plusieurs sessions et à chaque fois, il m'a redonné les mêmes informations. Pas phrasées de la même manière, mais en tout cas, dans la structure, c'était la même chose. Alors, il y a aussi donc des outils. On peut lui demander en fait de sortir des listes de mots-clés. Mais en fait, ils ne sont pas forcément SEO parce que, comme on a dit, il n'est pas connecté au web et donc il ne connaît pas en fait quels sont les volumes de recherche sur un mot-clé et de manière, comment dire, il y a de la saisonnalité aussi sur les mots-clés. Si je vends de la climatisation, par exemple, c'est pas la même si j'en vends en été que si j'en vends en hiver. Parce que je vais avoir en fait tous les gros e-commerce qui vont commencer à en vendre, du coup, ils vont passer devant. Alors que moi, si je donne que de l'information qui est juste informationnelle, ben voilà, donc je vais passer à côté de ça. Il y a aussi donc le fait qu'il faut copier-coller le contenu ailleurs. On génère dans ChatGPT, je ne me rappelle plus qui c'est ce matin qui en a parlé et qui disait en fait
regenerate content. En gros, c'est ce qui apparaît en fait en bas à chaque fois que ChatGPT donne une réponse. Et en fait, ben, les gens ils copient-collent comme ça et ça se retrouve un petit peu partout sur le web. Hop. Alors, comment penser en fait les lacunes de ChatGPT? Alors, il y a un truc qui est simple à faire, c'est d'installer un plugin qui s'appelle WebChat GPT. C'est un plugin qui se met donc sur Chrome. Donc, ça veut dire que si vous avez la version gratuite de ChatGPT, vous pouvez l'installer et ce que va permettre WebChat GPT, c'est justement en fait de pouvoir aller chercher dans le moteur de recherche, dans Google, et de récupérer en fait les informations sur le sujet. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut arriver à contextualiser ce qu'on lui demande d'écrire avec des éléments. Et là, ben, justement, avec WebChat GPT, on peut lui demander de faire ça. Alors, je vous montre un petit peu la tête que ça a. Je ne suis pas sur le bon onglet. Voilà, là, par exemple, je vais lui dire donc, que je veux qu'il me sorte le contenu en français et je vais lui dire ici d'aller me chercher donc, les informations sur le web. Donc, je reprends en fait mon casque de réalité virtuelle d'Apple, Vision Pro. Et là, on voit qu'il est en train d'aller chercher sur le web pour pouvoir me chercher l'extrait de ce qui sort en fait donc dans Google. Et à partir de ça, si en fait je lui demande d'écrire un contenu, même s'il me l'a mis en anglais, en fait, on peut lui demander de traduire. Donc, hop, comment puis-je vous aider la question? Ok. Donc, écrit un contenu français à partir de ces infos. Alors, là, vous voyez que je viens de lui demander de me générer, donc, d'aller me chercher des informations sur le mot-clé. Par contre, après, il faut bien penser à désactiver pour repartir sur le flux normal de l'utilisation de ChatGPT. Voilà. Et là, donc, du coup, il me fait un contenu et on reste basique. Là, pour l'instant, j'ai utilisé que la version 3.5 de, de, euh, de ChatGPT. Euh, alors, la version 3.5, pour faire ce genre de choses, c'est très bien. Pour faire des choses simples, lui demander de résumer des choses, la classification. euh, une des choses pour lesquelles, en fait, tous ces LLM, ils ont été créés, c'était au début pour pouvoir classifier, en fait, les choses. Donc, ceux qui ont financé OpenAI, il y a Elon Musk. Et donc, quelle était la problématique d'Elon Musk? Il avait des Tesla avec des voitures qui ont des caméras, il fallait pouvoir labelliser les choses qui étaient vues avec des actions à faire derrière. Donc, c'est vraiment en fait une des choses que les GPT 3.5 fait très bien. Après, si je lui demandais d'écrire du contenu, je vais plutôt m'orienter sur GPT 4, qui est beaucoup moins, enfin, il est beaucoup moins rapide, mais par contre, qui va avoir des raisonnements un petit peu plus complets. Des raisonnements un petit peu plus complets. Un autre plugin qui peut être utile, donc pour pouvoir avoir des idées, si on parle je sors de juste, je vais faire du contenu SEO, même si c'est possible de le faire. Il y a un plugin qui s'appelle IPRM et qui peut s'installer et qui va carrément en fait changer l'interface donc de ChatGPT. Et là, en fait, vous pouvez sélectionner qu'est-ce que vous voulez lui faire faire. Est-ce que vous voulez plutôt qu'il écrive du contenu? Est-ce que vous voulez plutôt qu'il fasse des opérations SEO?
Alors, autant pour tout ce qui est la génération de contenu, je trouve que c'est super bien fait. C'est qu'il y a des exemples de prompts, mais comme a dit Emmanuel ce matin, en réalité, l'important, c'est pas trop de se dire, tiens, en fait, ça c'est le prompt parfait, c'est que dans chacun, il y a des choses qui sont à prendre et des choses qui sont à les laisser. Par exemple, donc, dans le fonctionnement de ces CRM, parfois, en fait, il ne faut pas leur donner trop d'informations parce que sinon, ils vont aller chercher, euh, comment dire, dans vos phrases, des choses dans des endroits différents et il va s'éparpiller, en fait. Alors que si vous lui dites des choses qui sont vraiment très courtes et sur des choses que vous voulez qu'il fasse, ça va être beaucoup plus facile après à l'orienter. Je crois que j'en parle après. Je suis désolé parce que comme j'ai modifié ma conf. Donc, démo WebChat GPT, ça, on l'a fait. Démo IPRM, bon, on va le faire quand même. Hop. Donc, je pars sur ça. Alors là, il faut une pub. Alors, eux, leur business model, c'est de dire, si vous prenez un abonnement payant, vous avez des prompts qui seront beaucoup plus précis. Parce que là, en fait, vous voyez que si je prends juste SEO, il y a 753 prompts et il y a à boire et à manger dedans. Si je veux, il y en avait un qui est Word Strategy, par exemple, sachant que alors, je vais dire casque virtuel, sachant qu'il n'est pas connecté au web, là, je ne le coche pas, hein. Sachant qu'il est pas connecté au web, ben, en fait, les mots qu'il affiche ici, ils sont très bien c'est très bien en fait pour pouvoir clusteriser les mots, trouver les intentions de recherche, ben, des titres et des métadescriptions. Par contre, il y a certains prompts qui vont vous dire, ben, en fait, qui vous donnent les volumes de recherche des mots-clés, mais comme il n'est pas connecté au web, ben, franchement, ça va vous dire que des bêtises et l'information sera fausse. Par contre, de faire ça, c'est bien parce que ça vous permet de pouvoir générer donc des tableaux avec des mots-clés et après de pouvoir déployer en fait déployer un petit peu les contenus. Alors, il y a une autre alternative pour ceux qui ont ChatGPT+. Ça vient ça a été débloqué il y a moins de 2 mois. C'est en fait les plugins ChatGPT. Alors, ça, c'est pas des plugins donc, sur Chrome, c'est directement en fait dans ChatGPT. Euh, pour pouvoir les activer, du coup, en fait, il faut que vous ayez sur votre compte. Vous allez sur Settings et vous allez cliquer ici sur Beta Features. Euh, Là aussi, donc, il y a une option pour pouvoir aller chercher donc, sur Bing et l'activation en fait, des plugins. Là, je fais juste une petite courte parenthèse par rapport à Chat History et Training. N'utilisez jamais des informations qui sont hyper, comment dire, euh, qui vous appartiennent, en fait, qui doivent rester secrètes parce que ChatGPT continue de s'entraîner par rapport à ce que vous leur donnez comme information. Alors, il y a un truc qu'ils ont fait, on peut le désactiver, mais si on désactive en fait l'historique et le training, c'est qu'en fait, on désactive aussi l'historique. Nous, on voudrait pouvoir ne désactiver que le training. Et en fait, bah, du coup, si on désactive l'historique, bah, ici, en fait, sur la gauche, on ne verra plus que ce que vous avez déjà généré comme contenu. Il y a la possibilité aussi de partager donc, des prompts, en fait, ici. Donc, si à un moment donné, vous avez besoin de partager avec quelqu'un du contenu qui a été généré avec ChatGPT, vous savez que vous pouvez le faire là. Alors, donc, je vais revenir à mon histoire des plugins ChatGPT. Alors, les plugins ChatGPT, ils permettent donc d'augmenter. En fait, c'est là où, pourquoi en fait, je disais dans mon titre, comment rendre artificiellement GPT plus intelligent.
l'intelligence, je vous l'ai dit, c'est vous qui allez dire euh, qu'est-ce que ChatGPT doit faire. Et pour toutes les informations qu'il n'a pas, on peut installer des plugins pour pouvoir directement, lorsqu'on lui pose une question, qu'il aille faire tout ce qu'on a fait depuis le début. Ce que je vous ai montré, c'était d'aller chercher de l'information pour pouvoir préparer à l'écriture de votre contenu. Et ça, en cliquant donc sur, vous allez sur un nouveau vos chats. Lorsque vous l'avez activé, vous cliquez sur GPT-4 parce qu'il n'y a que les plugins ne sont activables que sur GPT-4. Donc, et vous cliquez sur plugin. Là, en fait, ici, vous allez pouvoir chercher des plugins. Alors, ceux-là, ce sont ceux que j'ai déjà installés. Vous cliquez en bas sur Plugin Store et là, vous allez pouvoir lui dire quels sont les plugins que vous voulez utiliser. Alors, ça a été ouvert il y a pas très longtemps et ça commence à être vraiment hyper submergé en fait de plugins. Au début, ça c'était les plugins qu'il y avait de base. Alors moi, j'avais déjà fait une conf où j'avais utilisé Kayak, donc qui est donc un site de voyage, et Expedia. Donc si je lui demandais en fait de m'écrire un contenu sur du voyage parce que j'ai un blog voyage, ben, je peux lui demander en fait, à partir des informations qu'il y a sur Kayak ou sur Expedia, ben, de me sortir en fait les choses qui sont sympas à faire là-bas, puisque eux, ils nous les donnent directement. Euh, alors là, j'ai que deux pages, je ne sais pas pourquoi. Ok. Voilà. Donc, si vous regardez, donc, comme il y a de plugins, là, je crois qu'on est passé à plus de 250 plugins. Et pour moi, en fait, c'est par là où va se développer en fait, des nouveaux usages. Parce que, il y a des millions d'utilisateurs qui, comme vous faites pour pouvoir écrire du contenu qui soit SEO ou autre, ben, les gens ils vont commencer aussi par ChatGPT pour pouvoir démarrer leur journée. Et là, c'est intéressant de savoir quels sont les plugins qui sont euh, enfin, qui peuvent vous servir pour écrire quelque chose. Alors, je vais pas, je vais lire rapidement parce que en fait, c'est une conf, enfin, c'est des plugins qui vont être montrés après par notre prochaine conférencière. Donc, WebPilot. Ça permet d'aller carrément en fait de se connecter et à une page web et d'aller extraire des informations. Alors pour pouvoir installer, c'est tout bête, hein, juste vous cliquez sur install et il va rajouter donc les plugins. Euh, Par contre, vous ne pouvez utiliser que trois plugins à la fois. Donc lorsque vous demandez à, à ChatGPT de vous sortir du contenu, ben en fait, il vaut mieux en fait choisir quels sont quelle est votre intention derrière et de dire quels sont les plugins que vous voulez utiliser. Par exemple, donc, pour faire le lien avec la conf précédente, si je veux générer des contenus, en fait, des images, je peux lui demander d'activer les photos réalistiques qui va me créer en fait des prompts pour pouvoir utiliser après dans Midjourney. Si je lui dis hop, j'ai activé mon web pilote. Donc là, c'est pour pouvoir aller chercher sur une page. Euh, donc là, j'ai choisi ces trois choses. Donc photoréalistique, web pilote et là, par exemple, je vais dire, je vais reprendre donc ma page de tout à l'heure ou de chez Apple.
Hop, désolé, je n'arrive pas à retrouver mon nom. Ok. Là, je vais dire analyse de cette page et fais-moi un tableau euh, des caractéristiques de l'Apple Vision et génère un prompt pour l'illustrer avec Midjourney. Et là, on va voir qu'il va essayer de se connecter donc, au plugin que j'ai activé pour pouvoir aller chercher l'information. Alors, on va dire, ce qu'il va falloir faire avec tous les plugins qui sont disponibles, c'est de trouver quels sont ceux qui vous intéressent pour pouvoir écrire votre contenu et de comment en fait on les invoque au moment où on fait le prompt. Voilà, donc là, il me sort les choses qui sont importantes. J'aurais pu lui préciser de me le dire en français. Et vous voyez, hein, même si je fais des fautes d'orthographe, en fait, je m'en fous complètement parce que euh, le rôle aussi de l'AI derrière, c'est de me corriger, en fait, et de bien comprendre, en fait, quel est le contexte de ce que je vais lui faire dire. Voilà. Et là, si je commence à faire un article en me basant sur les informations qui sont ici, je vais avoir des contenus qui sont un petit peu plus complets. Il y a un truc que je voulais vous montrer et que j'aurais peut-être dû aborder avant, c'est alors, que en fait, on peut euh, lui demander de faire des actions euh, dans l'ordre dans lequel en fait on veut qu'il les exécute. Alors là, je vous ai listé un petit peu les plugins qui sont utiles, en tout cas que moi j'ai identifié euh, pour bien débuter en fait avec les plugins de ChatGPT. Alors il y a Ask Your PDF, ça permet donc de lui dire tiens en fait je te fournis le lien vers un PDF et tu vas je vais te poser des questions et du coup, tu vas me répondre par rapport à ça. Par exemple, si je me pose la question, parce que ça va arriver sur le tapis, de savoir, ben, en fait, qu'est-ce que je peux faire ou pas faire par rapport à l'intelligence artificielle. Et il y a pas mal de choses légales qui vont se passer. Tout à l'heure, Sylvain en a parlé par rapport à la génération d'images. Pareil pour la génération de contenu, c'est de savoir quelle est la position en fait de la CNIL par rapport à ça et de savoir si ce qu'on fait en fait euh, suit bien en fait les recommandations. Donc en fait, je peux écrire un contenu et lui demander en fait est-ce que c'est bon ou c'est pas bon par rapport à une réglementation. C'est-à-dire que là, je suis sur le site de la CNIL, ça pourrait être donc un site du gouvernement, le service public, etc. Euh, voilà. Donc, je peux lui demander d'aller analyser des PDF. Linkreader, je trouve que c'est la même chose que ce que je vous ai montré avec WebPilot. Xiaomi, Léa l'a montré ce matin. Par exemple, si je dois faire en fait toute une arborescence pour un site où justement en fait par rapport aux mots-clés que je viens de générer, si je génère un tableau, euh, ben, en fait il va me les clusteriser et puis je peux faire une arborescence comme ça pour faire le sitemap de site par exemple. Voilà, Vidéo Insight, c'est très bien ça aussi parce que ça permet je lui donne un lien vers une vidéo et du coup, en fait, je peux l'interroger. Donc, par exemple, le gouvernement qui s'exprime sur un sujet, ils expliquent tout ce qu'ils veulent dire sur le sujet. Pas tout le monde a le même niveau
technique, le même niveau de compréhension. Et là, en fait, je peux lui demander de me sortir quels sont les éléments qui étaient importants dans la vidéo et je peux lui même lui dire, bah, explique-le pour mon enfant qui a 9 ans. Et le contenu sera beaucoup plus digeste. L'information, elle restera pertinente parce que comme je me base par rapport à des choses qui sont factuelles, le contenu donc, qui va me générer, que ce soit des résumés, etc., ils seront factuels, quoi. Euh, hop, je vais aller un petit peu plus vite. Exemple de pratique de combinaison de plugins. Ça, je vais pas le faire. Ça, je vais pas le faire parce que Valérie va le montrer. Donc, ce qu'on peut faire, donc, je vous donne quelques prompts rapides que tout le monde peut utiliser. Comme ça, en fait, écrit 5 idées d'articles sur les casques VR avec un angle différent. Alors, comme je disais, ChatGPT, il est de moins en moins créatif parce que le réglage, pour qu'il soit plus pertinent sur les choses, il a été réduit. Donc, si je commence à lui donner en fait des informations pour lui donner des angles qui sont différents, donc ça peut être, comme l'a dit ce matin Emmanuel, de lui dire de changer de ton, ça permet en fait qu'il n'ait pas exactement le même prompt que tout le monde utilise. Juste, je mets un mot-clé, puis hop, basta, et il sort le truc. Ça me permet donc de mieux l'orienter. Et si vous faites ça, ben, en fait, vous aurez un contenu qui sera un petit peu plus unique que les autres. Parce que c'est très bien en fait, d'utiliser des outils qui remontent les mots-clés, etc. Sauf que, comme vous, il y a tout le monde qui utilise les mêmes outils, tout le monde qui ont les mêmes mots-clés et tout le monde qui va essayer de mettre le truc et appuyer sur le bouton pour générer. Donc, comme le disait Baptiste ce matin aussi, lorsque vous commencez en fait à rajouter des choses qui vont compléter, ben, ça vous permet d'aller un petit peu plus loin, de ne pas avoir exactement les mêmes prompts. Et la meilleure idée, je dirais, c'est d'utiliser ChatGPT pour certaines choses, pour pouvoir vous renseigner, vous, et vous résumer des contenus, etc. Et après, en fait, d'utiliser d'autres outils qui utilisent directement l'API GPT-4 pour pouvoir générer les contenus. Donc, après, je crois que je donne des exemples d'outils un petit peu plus loin. Euh, on peut chaîner les prompts dans ChatGPT. Alors là, j'ai montré en fait comment on pouvait utiliser donc euh, les, comment dire, les plugins pour pouvoir générer des contenus. Mais en fait, je peux directement lui donner des informations. Alors, pour moi, il y a le truc de base. euh, Avant de commencer à lui demander d'écrire du contenu. Donc, je peux utiliser les plugins pour pouvoir aller chercher les informations et me donner un petit peu des billes. Donc, de savoir en fait qu'est-ce que Google dit ou Bing sur la thématique. Donc, comme c'est de sera dans mon historique, ben ça va faire partie des éléments qui vont être pris en compte pour la génération. Et là, en fait, je vais lui donner un rôle. Je vais lui dire, bon, ben voilà, tu es une assistante d'optimisation de contenu pour les SEO et voici les règles. Donc, je vais lui dire ce qu'il n'a pas le droit de faire. Parce que c'est qu'on appelle donc le négatif prompt, c'est de lui dire, tiens, voilà tout ce que tu dois faire et voilà tout ce que je ne veux pas voir en fait dans mon contenu. Là, en fait, ChatGPT, c'est un agent conversationnel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir parler. Donc là, je lui dis, bah, tu n'as pas le droit de prendre une position sur ce que l'on te demande et pas de jugement de valeur. Comme ça réduit un petit peu ce qu'il va me demander. Après, je vais lui dire clairement en fait les étapes parce que il a besoin, j'en aurais besoin après, euh, parce que les tokens, donc les tokens, en fait, c'est le nombre, on va dire, pour schématiser, le nombre de mots qui peut générer. À partir d'un certain nombre, en fait, il n'a plus le contexte, et du coup, de faire ça, de lui dire qu'il y a des étapes, ça lui permet à chaque fois de recontextualiser. Donc là, je lui dis, bon, ben voilà, en fait, il va y avoir 4 étapes. Tu vas faire une introduction, tu vas me créer des personas experts sur le sujet, tu vas analyser les mots-clés sémantiques. Alors, je parle sémantique, hein, pas SEO. Là, j'utiliserai peut-être d'autres outils, Surfer SEO, par exemple, pour moi, qui me permet de sortir en fait tous les mots-clés qui doivent être complémentaires, etc. J'avais fait une conférence avec CMJ
qui a aussi un outil qui est pas mal pour les rédacteurs pour pouvoir améliorer les contenus. Euh, et tout ça, en fait, ça me permet donc de pouvoir euh, améliorer. Hop, j'ai ma barre qui me dérange là. Améliorer en fait donc la génération de mon contenu. Donc là, je lui dis, voilà, dans l'introduction, tu vas d'abord me demander quel est le sujet à analyser et poser une question de clarification par rapport à ma réponse. Mais ça, c'est pareil pour toutes les AI que vous utiliserez. Il y a besoin de désambiguiser en fait ce que vous lui demandez. Tout à l'heure, lorsque je parlais si je dis juste chat, euh, comme en fait, chat, c'est un mot qui est différent complètement lorsqu'on est anglais. On va dire chat. Et nous, chat, c'est un chat, c'est l'animal. Du coup, comment en fait, l'AI, qui lui, en fait, réfléchit dans n'importe quelle langue, va arriver à le contextualiser. Donc là, ça me permet euh, moi, de clarifier en fait qu'est-ce que je veux qu'il écrive et derrière, en fait, de pouvoir l'orienter sur ce qu'il va devoir dire. Et je lui ai demandé de passer à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est quoi? Ben, c'est de passer, de me créer des personas qui vont être experts sur un sujet. Pourquoi? Parce que moi, si je suis un rédacteur, je n'ai pas la connaissance du métier de mon client, forcément. Enfin, moi, en tant que SEO, je le fais. Plus, en fait, vous allez loin sur la compréhension de la problématique de votre client, et plus vous allez avoir du contenu qui va être très qualitatif. Euh, et pourquoi en fait je lui demande de me créer des personnes experts, même si en fait il va me générer des noms qui n'existent pas, qui va me sortir des professions qui n'existent pas, mais ça va permettre en fait de contextualiser quelqu'un qui a une certaine expertise avec quelqu'un à qui il doit s'adresser. Lorsque, par exemple, je bossais avant pour un data center à Marseille, et en fait, eux, ce qu'ils vendent, ce sont des serveurs. Mais lorsque le DSI, donc c'est la personne technique chez le client, va aller voir son boss et il va lui dire, tiens, en fait, on a besoin de tel matériel, et voilà les caractéristiques. Pour le boss qui prend la décision, ça va être du petit chinois et il va rien comprendre. Et là, grâce à ça, en fait, je vais pouvoir lui dire à qui il doit s'adresser. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qui est le persona qui parle et à qui il doit s'adresser. Ensuite, je vais lui demander en fait de me sortir des mots-clés sémantiques et puis après, je peux lui injecter en fait des mots-clés. Par exemple, c'est là où si j'ai fait une étude de mots-clés avec les différents outils, ça me permet de savoir ce qui est placé par rapport aux mots-clés. Et, mais par rapport à ce que moi, je lui demande aussi de me faire une étude sémantique vraiment en fait au niveau des entités pour pouvoir classer les mots. En fait, j'ai ces deux informations et en les mélangeant, j'aurai un contenu qui sera meilleur. Donc, à partir du contenu fourni, extrait les mots-clés importants, tu m'expliques quel public visé. Ouais, j'étais un peu long. Non, je t'interromps juste 2 secondes pour te dire qu'il te reste 5 minutes. Ah, ok, bon, Voilà. d'accord. Bon. Je te laisse continuer. Ouais, donc, voilà. Donc, si je fais tout ça, là, si je repose la question, je lui dis juste bonjour. Voilà, à la fin, ce que je lui dis, c'est voilà, là, c'est l'invite. C'est qu'est-ce que tu me dois dire au début. Donc, je lui dis bonjour. Et lui, en fait, voilà, il me pose la question, bah, quel est le sujet que je veux analyser? Donc là, je lui ai dit que je voulais lancer un site AI.bzh, c'est un vrai site que je vais faire, qui permettra de fournir des traductions de breton en français. Là, je lui demande donc de passer à l'étape 2. Il me génère en fait des personas. Et là, en fait, je lui demande quelles sont les choses que ces personas-là pour me poser comme question, en fait, leur donner leur avis. Et après, en fait, voilà, je leur demande de me, comment dire, d'expliquer les biais, etc.
Et lui, en fait, voilà, il me fait tout le reste, traduction, etc. Je peux lui demander donc, de me générer des tableaux, préciser que c'est en Markdown, ça permet à ce qu'il affiche directement le tableau. Si parfois il va vous afficher du code, vous pouvez lui dire de ne pas afficher de code. Et voilà, du coup, en fait, ça vous permet d'améliorer votre contenu donc, en utilisant un prompt qui est un petit peu plus long, mais assez concis en fait, en réalité, à chaque fois dans ce que je lui demande. À chaque fois, c'est quelque chose de hyper précis. Je ne vais pas mettre 3 kilomètres de prompt juste pour lui dire, tiens, en fait, demande quel est le sujet analysé. C'est ce que va vous proposer la plupart des outils, les AI et PRM, lorsque vous allez cliquer sur les trucs. Mais en réalité, si vous demandez juste ça, les AI, eux, ce qui leur permet de se déclencher, en fait, c'est ce qu'on appelle un trigger. C'est juste un mot-clé et ils vont déplier, quoi. Euh, je regarde juste ce que j'avais mis en plus. Donc, non, là, c'était. Alors après, donc on peut aussi automatiser ça de manière externe. Dans les plugins que j'ai expliqué tout à l'heure qui peuvent s'ajouter à ChatGPT, il y a Zapier. Mais ça aussi, je pense que vous allez avoir une conf qui va un peu mieux l'expliquer, de comment on peut combiner donc justement ce qu'on génère avec ChatGPT, le récupérer par exemple dans un Google Sheet, la génération qui a été faite et puis après, ou d'utiliser des mots-clés que vous avez fait par rapport à votre analyse et de les injecter à un moment donné dans votre prompt. Alors, il y a un nouveau marché qui va s'ouvrir avec les plugins ChatGPT, c'est que jusqu'à présent, je ne voyais pas, mais il y a une rumeur qui dit que les plugins de ChatGPT vont être intégrés dans Bing. Donc, ça veut dire que tout à l'heure, lorsque j'ai généré mon contenu dans Bing ou Edge, euh, peut-être que si en fait il y a des plugins qui sont activés là, ben, au lieu d'aller chercher à droite, à gauche les informations qui ont été faits par des milliers d'éditeurs, ben, il ira plutôt chercher dans mon contenu. Là, je vous dis pour ceux qui veulent vraiment programmer et qui veulent créer un plugin de ChatGPT, voilà l'URL où vous pouvez aller pour avoir l'information et c'est là où vous allez faire la demande. Si vous êtes déjà abonné ChatGPT+, vous avez plus de chances d'être accepté. Voilà. Après, on peut utiliser, là j'ai montré comment on utilisait ChatGPT, mais en réalité, donc moi je suis vraiment agnostique des solutions et pour moi c'est quelle est la bonne solution, quel est le bon outil, à quel moment en fait l'utiliser. Donc avec ChatGPT, tout peut être produit, mais parfois en fait c'est plus pratique d'avoir en fait des outils qui sont dédiés pour la gestion de contenu. Donc par exemple Jasper, moi je forme toujours dessus parce que il y a la possibilité de carrément en fait aller récupérer le ton d'une marque pour pouvoir créer du contenu avec ce ton-là. Donc il y a des templates qui permettent de directement créer des fiches produits. Et ça, c'est un gain de temps. C'est pas, on peut tout faire avec ChatGPT, mais après, c'est de trouver le bon prompt et au bon moment, lorsqu'on en a besoin pour pouvoir produire. Et lorsqu'on a, je sais pas, une centaine de fiches produits à faire, c'est un peu compliqué de passer par ChatGPT pour faire ce genre de choses. Euh, le contenu en masse aussi. Donc, il y en a certains qui sont éditeurs. Ben, pour ça, en fait, il y a des outils qui sont un petit peu mieux calibrés. Et en plus, ce sont des articles. Enfin, pour faire des articles, pour compléter, en fait, sur un blog, ben, vous avez Rédaction.io qui fait très bien le job. TextBulker, que j'ai testé aussi, qui fait très bien le job. Perroquet, qui permet en plus de pouvoir donner des structures. Scribouilla. Site Dojo, donc Léa en a parlé ce matin pour pouvoir créer en plus des idées de contenu à générer. Un nouveau plugin de Lighten SEO qui s'appelle iKeys, qui est en fait un plugin que vous allez mettre dans WordPress et qui va vous permettre de générer et du contenu et d'aller chercher les images pour pouvoir illustrer. Je trouve que c'est très bien. Après, l'IA, en fait, elle est aussi dans d'autres outils. Canva, par exemple, là, en fait, cette présentation, comme j'ai été obligé de la refaire, bah, j'ai utilisé aussi un petit peu l'AI de Canva pour pouvoir générer certaines des contenus pour faire des slides.
faire des images. Donc, Sylvain l'a montré tout à l'heure, donc avec Midjourney. Il y a Dali, il y a Adobe Firefly. Donc, Canva aussi a un truc pour pouvoir générer des images. Voilà. Donc, maintenant, c'est si vous avez des questions. Merci beaucoup, Laurent. C'était une super conf. Ça nous a bien mis dans l'esprit AI et tout ce qu'il y a à voir, etc. Avec les plugins et tout ça. Il y a beaucoup de choses, hein. Donc, super, super conf. Et je n'en doutais pas. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté ma, mon invitation. Je vais remettre la vidéo. Je vais remettre ça. Hop. Qu'on se partage. Voilà, j'ai retiré l'épingle. Impeccable. Euh, j'ai une question si tu veux. La première question, c'est un plugin qui permet d'avoir cet encart output in tone writing style, Oui, oui, comme tu as c'était montré. IPRM, en fait, qui est tout à l'heure dans les slides que j'avais montrés. Oui. Bah, dans Oui, oui. quand tu as fait l'expérimentation en direct. Oui, à IPRM, justement, eh ben, il permet de faire beaucoup de choses. Il permet même de stocker ses propres prompts. Ça peut être pratique aussi. Donc, ce matin, Emmanuel en a parlé, elle ne les stocke pas là, parce que, comme on me disait, ben, ça peut être utilisé par ailleurs, puisque c'est partagé. En fait, le principe d'IPRM, lorsqu'ils l'ont lancé, c'était que chacun, de manière individuelle, propose des prompts. Donc, du coup, il y en a des milliers, des milliers. Et dedans, en fait, la difficulté, c'est de trouver en fait les bons prompts qui fonctionnent réellement. Comme je disais, on peut faire des prompts de 3 km, mais en réalité, comme on a la gestion des tokens derrière pour ceux qui programment, qui doit être réduit au minimum, ben, en réalité, c'est de trouver les prompts minimum qui fonctionnent bien. Ok. Donc oui, on nous parle effectivement que les prompts sont gratuits, mais pour les prompts poussés, il faut un abonnement. C'est ça? Oui, oui, c'est ça, c'est un abonnement. Mais moi, je conseille de prendre en fait les abonnements, en fait, pas les rats. Tout le temps que vous gagnez Bah oui. avec la génération de l'AI, c'est ce que vous payez avant des équipes marketing complètes pour pouvoir créer les contenus. Moi, j'ai la casquette, en fait, on me connaît sur GCI SEO, mais en réalité aussi sur Twitter, roi du e-commerce, que je suis plus orienté e-commerce, marketing, parce qu'à la base, lorsque je me suis lancé, je faisais des sites Magento, quoi. Donc, c'est vraiment en fait par là que j'ai commencé en réalité. Donc, pour moi, l'intérêt, c'est toujours de créer du contenu, mais que derrière, en fait, ça transforme et que ce soit lu par les gens, quoi. Voilà. Ouais, on nous indique également donc, le marketing automatisation plus IA, et c'est le combo de feu. Ah oui, oui, là j'ai juste survolé. Après, il y a des outils. Donc, j'ai parlé de Zapier. On peut faire ça avec Make aussi. En gros, c'est aujourd'hui de trouver quels sont les outils. Et moi, c'est là où en fait je vais aider les entreprises. C'est de trouver les outils qui rentrent dans leur process de production, qui sont les plus utiles dans leur manière de fonctionner pour créer du contenu. Et après, lorsqu'on parle sur de l'automatisation, ben justement, par rapport au plugin que je disais tout à l'heure, ça permet de créer des contenus en masse. Après, on peut les reprendre et faire des contenus encore plus quali, alors qu'ils ont une bonne base. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup de ta conférence, Laurent. C'était vraiment super. Donc, eh bien, je vais te souhaiter une bonne soirée et puis merci encore, hein. Tu as plein de merci dans le chat, donc Ah, pas de ben, souci. merci. Oui, je voyais pas le chat.